Monsieur, soyez bienvenus. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous recevoir dans notre nouvelle rencontre organisée par Cri Voix des Victimes en collaboration avec l'Académie diplomatique africaine, Bureau international, et avec le bureau de Genève. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va essayer de traiter avec vous le sujet Russie-Ukraine, l'Afrique dans la guerre, après une année de déclenchement de cette guerre, avec la participation de son Excellence Dr Hamid Al-Gabid, l'ancien ministre aussi notre cher ami Dr Mamadou Diop de Croix, ancien ministre, notre ami et professeur, mon professeur, j'insiste sur ça, Dr Mazen Haddad, ancien diplomate, Dr Mazen Haddad aussi journaliste, essayiste, et aussi notre cher ami, le professeur Abdelhak Najib, journaliste, essayiste, en présence de notre cher président, professeur Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, une figure bien connue de la diplomatie internationale et de la diplomatie africaine. Nous attendons de nous rejoindre notre cher ami Gérard Chagnon. Nous pouvons commencer avec vous, professeur Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine. D'abord, je vous remercie infiniment de me passer la parole et je remercie toutes ces éminentes personnalités que je connais de réputation ou que j'ai eu à rencontrer dans le temps. Et à cet égard, j'aimerais vraiment saluer M. Al-Gabid, qui peut-être ne s'en souvient pas, mais il y a quelques dizaines d'années, j'ai eu à le rencontrer à Jeddah quand il était secrétaire général de l'OCI. Et j'étais à la tête d'une délégation qui présidait l'association des juristes africains. On avait eu un entretien très intéressant, mais après, on n'a plus l'occasion de se revoir. Je ne sais pas si je ne vois pas mon ami et frère Diop de Croix, s'il est... Il est avec nous, on attend. S'il est avec nous, c'est quelqu'un que je tiens à saluer parce que je dois dire que les premières actions de l'Académie diplomatique africaine, il a eu à les soutenir au Sénégal lors des premières manifestations qu'on a eues au ministère des Affaires étrangères. C'est tout heureux que d'éminentes personnalités comme vous, d'une façon générale, acceptent de participer à cette plateforme que nous voulons pérenne, parce qu'une plateforme qui pourra permettre d'établir un dialogue permanent entre les spécialistes africains, les éminentes personnalités africaines et internationales. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui en Afrique, c'est un peu le localisme politique. L'Afrique est très dépendante du reste du monde, mais quand vous allez dans chaque pays africain, le débat est extrêmement interne, très local. Et il est extrêmement important que nous puissions permettre qu'il y ait des échanges sur des réalités qui peuvent à tout moment perturber la vie des Africains. Et ce sujet-là est d'autant plus important qu'on se rendra compte qu'en vérité, c'est la guerre de l'Ukraine, ce conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, qui va faire que beaucoup de pays africains vont découvrir l'Ukraine. Ils ne connaissaient pas l'Ukraine. Et la Russie n'est pas aussi connue que l'URSS de l'époque parce que il y a quelques années, c'était une Afrique qui se battait pour son indépendance et qui était soutenue par un pays qu'on appelait l'URSS. Mais aujourd'hui, la nouvelle Russie n'est pas si connue par les Africains, qu'on le veuille ou non.
Et quand on regarde au niveau interne, de l'autre côté, l'Ukraine, l'Afrique l'a découverte en se rendant compte que finalement, le blé qui leur permet de faire du pain venait de l'Ukraine. Mais ils ne le savaient pas. Beaucoup d'Africains ne le savaient pas. Et que les engrais venaient aussi de Russie ou de l'Ukraine. Tout ça, beaucoup d'Africains l'ignoraient. Oui. Donc, c'est pour cela, quand aujourd'hui, on pose on veut placer l'Afrique devant ce dilemme qui consiste à leur demander de soutenir, notamment du côté occidental, de soutenir l'Ukraine et de se placer derrière les pays occidentaux contre la Russie, les Africains ne peuvent pas adopter cette position pour beaucoup de raisons. En tout cas, l'une des premières raisons, c'est que les Africains... C'est pour cela, permettez-moi, c'est pour cela, professeur, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi l'Afrique, dans la majorité des pays, ont choisi la neutralité? Est-ce que c'est pour des raisons d'opportunité? Est-ce que c'est pour des raisons historiques, surtout les liaisons historiques avec la Russie? Oui. Pourquoi la diplomatie africaine, dans sa majorité, a choisi la neutralité? Oui, parce que les principes qui fondent la diplomatie africaine, parmi les principes fondamentaux, il y a le non-alignement que les pays africains ont adopté depuis Bandung en 1955. D'autre part, il y a le fait que les Africains sont pour aussi le respect de l'intangibilité des frontières. Et ceci fait que les Africains ne peuvent pas ne pas comprendre la situation de l'Ukraine. Les Africains ne soutiennent pas une occupation de l'Ukraine, pas du tout, parce qu'ils n'accepteraient pas qu'on occupe leur pays. Mais les Africains ne peuvent pas non plus s'aligner derrière la Russie contre la Russie parce que les Occidentaux le veulent, pour beaucoup de raisons. Sur le plan historique, les Africains se sont alignés sur une période d'une cinquantaine d'années au moins, se sont alignés derrière les Occidentaux, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, cela n'a pas eu des conséquences particulièrement positives pour eux, car aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait par les Africains au niveau, durant ces deux guerres mondiales pour la libération de certains pays européens, les descendants des Africains vivent toujours les affres du racisme, de l'intolérance. Donc, ils peuvent se poser la question de savoir pourquoi se repositionner derrière l'Occident. Et à cet égard, et pour en finir, le débat qu'il y a eu un peu entre les différentes prises de position du président Macron, qui, après avoir dit au Cameroun qu'il pense que les Africains font preuve d'hypocrisie en ne s'alignant pas, et après l'avoir répété aux Nations Unies, a reçu la réponse du président de Macky Sall du Sénégal, qui est président d'exercice de l'Union africaine, qui a répété un peu, qui a dit à peu près la même chose que j'ai dit tout à l'heure, que l'Afrique n'a pas à s'aligner. L'Afrique va prendre position en fonction de ses intérêts et en fonction aussi des principes fondamentaux qui guident ses relations internationales. Et je crois que aujourd'hui, puisqu'il va y avoir un vote aux Nations Unies sur cette question, je pense que les Africains vont réadapter cette même position. Donc, voilà, il s'agit donc, pour conclure, est-ce que l'Afrique doit s'aligner derrière comment dirais-je, derrière les États occidentaux, ou est-ce que l'Afrique est manipulée par une Russie qu'elle ne connaît pas? Voilà les questions que je pense, les éminentes personnalités, les questions auxquelles les éminentes personnalités présentes ici auront à répondre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, mon professeur. J'aimerais bien d'abord signaler que cette rencontre est suivie et aussi va être couverte par RT, par La Vérité Maroc, par la Télévision Maroc, par Label TV, Financial Africa et Meheri Post. Avant de céder la parole...
Et par oui. Sputnik aussi. Hein. Oui, Sputnik, oui, je m'excuse. Merci, professeur. J'aimerais bien donner la parole à son Excellence, Monsieur El Gabid. Est-ce que vous considérez, Monsieur le Premier ministre, que les ramifications socio-économiques soient déjà considérables pour l'Afrique et que l'Afrique doit également considérer cette crise géopolitique actuelle comme une opportunité de réduire sa dépendance aux importations alimentaires, surtout en provenance de l'extérieur du continent, parce que les impacts économiques et sociaux, surtout sur la sécurité alimentaire, est néfaste pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur le Premier ministre? Bon, je vous remercie. Moi, d'abord, pour commencer, je voudrais faire remarquer que l'Afrique, c'est un ensemble d'États. Il y a 54 États en Afrique. L'Union africaine ne constitue pas un ensemble qui a une seule politique et une seule position. Comme les États-Unis, plusieurs États, mais ils ont une seule position. Ici en Afrique, on ressemble un peu à ce qui se passe en Europe, où vraiment il n'y a pas une seule politique. Maintenant, les États africains sont donc souverains. Chacun est souverain et prendre une position propre qui n'est pas forcément alignée sur tel ou tel autre pays. Mais je crois que dans le cas de l'Ukraine, au lieu de considérer un alignement sur l'Occident ou sur la Russie, on devrait plutôt considérer les principes de justice et pour voir qui est fautif dans ce conflit. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous pensons que c'est la Russie qui est fautive parce qu'elle a attaqué un pays. On a même l'impression que, contrairement à ce que disent les Russes, en qualifiant les autres pays occidentaux de colonies, d'anciens colonisateurs, c'est plutôt leur colonisation qui doit être mise à jour maintenant, puisque l'Ukraine faisait partie de l'URSS et était dominée par les Russes. Et maintenant, nous voyons que les Russes n'acceptent pas que l'Ukraine devienne un État indépendant. Ils n'acceptent même pas que les minorités russes qui sont en Ukraine soient dominées par les Ukrainiens, alors que les Russes ont dominé les Ukrainiens pendant très longtemps. Donc, on devrait regarder l'aspect qui a raison, qui a tort dans l'affaire, et regarder l'aspect humanitaire. Pourquoi on va accepter que la Russie attaque un pays et que ce pays ne puisse pas se défendre? Maintenant, je crois que dans la mesure où la Russie considère que l'Ukraine ne doit pas faire ce qu'elle veut, je pense que c'est une nouvelle domination, une nouvelle colonisation qui ne doit pas être acceptée. Maintenant, les pays africains, chacun va se prononcer comme il veut, mais je pense que la justice voudrait que tous ces pays soutiennent l'Ukraine, non pas parce que l'Occident leur a demandé de le faire, mais parce que c'est une question de justice. Une question de justice. Un petit État qui a attaqué par un autre État. Je me souviens encore du problème du Koweït quand il avait été envahi par l'Irak.
beaucoup de gens se sont prononcés pour que le Koweït soit libéré par rapport à l'Irak. Donc moi, je pense que les États vont se prononcer, mais avec le temps, ils doivent tous se rendre compte qu'il faut rendre justice à l'Ukraine et ne pas encourager la Russie à envahir un pays souverain et indépendant. Voilà, moi, ce que je pense de cette question-là. Je pense que les pays vont finir par se ressaisir et vraiment rechercher que la vérité, que la justice, non pas essayer de s'aligner sur l'Occident ou s'aligner sur la Russie, parce que la Russie a des liens avec tel ou tel pays. Mais la plupart des pays qui soutiennent la Russie maintenant, c'est pour des intérêts immédiats, même des intérêts d'aide sécuritaire. Oui. Parce qu'ils croient que leur région va être défendue par Wagner qui est là à côté ou quelque chose comme ça. Donc Oui. moi, je pense qu'il faut mettre de côté tout cela et considérer que l'Ukraine est un État indépendant qui comprennent plusieurs nationalités, qu'elles soient russes ou autres, toutes doivent faire partie de ces pays-là et ces pays ont le droit de conserver sa souveraineté dans la multiplicité de ses ethnies. Merci. Voilà Merci, ce que Monsieur je le peux Premier dire ministre. pour commencer. On va revenir vers vous après pour les questions, etc. Permettez-moi de souhaiter le bienvenu à Monsieur l'ambassadeur représentant de l'Union africaine à Genève, Madame la secrétaire permanente de l'ambassade russe à Berne, Monsieur le directeur, Dr Reims, le directeur général des affaires géopolitiques à l'ambassade des États-Unis à Berne, Monsieur son Excellence Al-Hajj Abdelkader Hussein, ambassadeur de la République islamique d'Iran. Mon professeur et mon cher ami, j'insiste de dire parce que j'apprends chaque jour de mon ami docteur Mezri Haddad. Docteur Mezri Haddad, comment vous pouvez expliquer cette tendance populaire d'être avec Poutine, cette tendance populaire dans toute l'Afrique presque, d'être avec Poutine et de faire rupture avec la domination américaine, la domination occidentale? Comment vous pouvez expliquer ça, Dr Mezri Haddad? Oui. Merci de me donner la parole après Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et puisque je parle de Son Excellence, je voudrais apporter un certain nombre de points qui ne rejoignent pas tout à fait ce que vient de dire Monsieur le Premier ministre en termes de bien et de mal, et qui est responsable et sur quoi il est responsable. Évidemment, je le rejoins lorsqu'il dit qu'un pays souverain a été agressé par un autre pays. Incontestablement, personne ne peut dire le contraire. Il s'agit de droit international, et en termes de droit international, malgré son imperfection, ce droit international, n'est-ce pas? Ce n'est pas il n'y a pas un droit idéal d'ailleurs. C'est une utopie que de croire en une justice internationale et en un droit international équitable pour tous et pour toutes les nations. C'est un droit international qui a été établi juste après la Seconde Guerre mondiale et qui a été établi par les États vainqueurs et les puissances. Tant que l'ordre mondial s'organisait dans un conflit froid entre l'Est et l'Ouest, ce droit international pouvait encore tant bien que mal fonctionner. Mais ce droit international est devenu omnipuissant, est devenu inéquitable lorsqu'il n'y avait plus
un équilibre mondial. Le droit international ne peut fonctionner plus ou moins correctement et équitablement que lorsqu'il y a deux forces mondiales et même plusieurs. Le cas de deux forces mondiales, ça a été entre 45 et 91, me semble-t-il, si ce n'est 89, lorsque le mur de Berlin s'est écroulé. C'était la guerre froide. Mais les États, les petits États, les États faibles, notamment en Afrique et dans le monde arabe, avaient le choix, pouvaient se mettre sous le parapluie de l'une ou l'autre puissance, sans considération éthique, mais par pragmatisme. On pouvait recourir. Si nous sommes embêtés ou si nous sommes, disons, sous l'autorité directe de telle ou telle puissance occidentale, les dirigeants, certains en tout cas, avaient le courage de choisir l'autre camp, c'est-à-dire le camp de l'Est, n'est-ce pas? Dès que cet ordre mondial s'est écroulé, au profit exclusif des États-Unis d'Amérique, là, il y a un problème. D'ailleurs, pendant cette période de 91 à nos jours, on peut dire, il y a eu plusieurs conflits, des plus tragiques. Il y a eu plusieurs millions de morts. Je mentionnerai uniquement ici le cas de l'Irak, première victime de l'ordre unipolaire exclusivement américain. Il n'y avait plus d'URSS pour intervenir et dissuader les États-Unis d'Amérique sous la gouvernance des néoconservateurs, c'est-à-dire George W. Bush fils, n'est-ce pas, quand il a décidé unilatéralement de partir en guerre et de détruire un État qui s'appelait l'Irak, en faisant plusieurs millions de morts, je dis bien millions, hein, parce que je compte aussi le nombre de victimes, le nombre de morts pendant 11 années de blocus total sur l'Irak. Il y a eu par la suite les fameux printemps arabes. Une seule puissance qui dirige le monde. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça, ce n'est pas pour excuser la Russie. Indéniablement, je le répète, et je rejoins Monsieur le Premier ministre, indéniablement, on a contrarié, on a enfreint aux règles et aux normes internationales en termes de droit. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que l'affaire ukrainienne ne commence pas en février 2022. Elle a commencé bien avant. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage politique de dire que le président Poutine a tout fait de 2004, si ce n'est de 91, mais il n'était pas au pouvoir en 91, de 2004 jusqu'en 2022 pour éviter le pire étant la guerre. Il n'y a pas pire que la guerre. Je pense, Monsieur le Premier ministre, qu'il ne s'agit pas d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et les États-Unis d'Amérique par Ukrainiens et Européens interposés. Et on voudrait d'ailleurs faire interposer aussi des Africains qui n'ont pas intérêt à prendre position dans ce conflit. Et ce n'est plus d'ailleurs un conflit uniquement de souveraineté ou un conflit exclusivement territorial. Ça a pris une autre dimension, pour le meilleur et pour le pire. L'autre dimension, c'est justement aujourd'hui le nouvel ordre mondial
qui est en train de se dessiner. Tous les États, à commencer par les États d'Afrique, les 54, et le monde arabe, ne veulent plus de cet ordre unipolaire, que les Américains et eux seuls décident. Ce n'est pas équitable qu'une seule puissance, et ces puissances d'ailleurs qui sont démocratiques, je le dis sans aucune ironie, comment peut-on croire au système démocratique en interne, c'est-à-dire nationalement, démocratique, c'est-à-dire ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent, n'est-ce pas? Comment ne pas croire à ce modèle démocratique sur le plan international? Pour qu'il y ait un système démocratique en termes de droit international, il faut plusieurs pôles de puissance pour qu'il y ait équilibre, justement. Et moi, je n'accable pas les États-Unis d'Amérique. J'ai quelques amis aux États-Unis d'Amérique. Je ne les accable pas. Je dis que n'importe quel autre pays dans la même position aurait été tenté par la superpuissance. Comme dirait Védrine, superpuissance. Ils n'y sont pour rien. Ceux, par contre, qui sont critiquables, ce sont ceux qui veulent maintenir à tout prix ce système qui ne tient plus, qui n'est pas équitable, qui est injuste et qui est tenté aussi par l'usage de la force. Tout ça pour vous dire que l'affaire ukrainienne a commencé bien plus tôt. Au moins, depuis le coup d'État de 2014, au moins, si ce n'est depuis 2004. L'Ukraine a toujours appartenu depuis les tsars à cet empire russe tsariste, ensuite russe soviétique. Mais l'Ukraine a sa particularité, c'est vrai. Et de toute façon, elle a acquis son indépendance en 91 et elle est devenue membre des Nations Unies. Donc c'est un pays qui est souverain et que la Russie n'aurait jamais dû envahir de cette façon. Un chef d'État ne doit pas agir sous l'emprise de la colère. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué le cas du Koweït. C'est vrai, ça y ressemble. Ça y ressemble. Parce que Saddam Hussein aussi a agi sous l'emprise de la colère en 91. En 91. Mais un homme d'État n'agit pas sous l'emprise de la colère. Saddam Hussein a été provoqué aussi en 91. Et il est tombé dans le piège américain d'ailleurs. N'est-ce pas? Par rapport à l'Ukraine, le président Poutine a été excédé. Il faut se souvenir de toutes les déclarations de l'actuel président ukrainien qu'on compare à Churchill, à De Gaulle. Bon, je crois que c'est un peu tragicomique. Un peu tragicomique. Ce président aussi, si le président Poutine assume une responsabilité dans cette affaire, le président ukrainien assume également sa responsabilité, incontestablement. Donc, je voudrais vous dire, pour conclure provisoirement, oui, parce qu'on va revenir. Oui, je pense, moi je crois qu'il ne s'agit plus d'un conflit territorial, je crois que c'est l'avenir du monde qui se joue actuellement et ce qui se configure de semaine en semaine, de mois en mois, c'est un nouvel ordre mondial, pas celui des Américains, mais un nouvel ordre mondial multipolaire, hein, où toutes les nations, et pas seulement les puissantes, l'Afrique a son mot à dire. L'Afrique doit avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Le monde arabe également.
C'est cela, le nouvel ordre mondial auquel aspirent toutes les nations. Et je crois que ce combat se joue actuellement. Il est donc géopolitique majeur et il est aussi un conflit de civilisation. C'est à la fois un conflit géopolitique et un conflit de civilisation parce qu'il y a un modèle civilisationnel qui est défendu par le monde occidental. Moi, je ne porte pas de jugement, de valeur là-dessus. Il est ce qu'il est, mais il n'est pas partagé par toutes les nations du monde. Il n'est pas partagé par l'Afrique, ce modèle de civilisation. Hein. Je ne parle pas de modèle politique. C'est encore plus important qu'un modèle politique. C'est un modèle de civilisation. Il n'est pas partagé par l'Asie et certainement pas par la Chine, qui a sa propre civilisation. Il n'est pas partagé par le monde arabe. C'est pour vous dire que tous les pays qui ont gardé la neutralité dans cette affaire, dès février 2022 jusqu'à aujourd'hui, et qui ne veulent pas prendre part à cette guerre qui n'est pas la leur, n'est-ce pas? C'est pour vous dire qu'ils ont compris les enjeux géopolitiques et civilisationnels actuels, n'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'ils ne doivent pas s'impliquer dans cette guerre qui n'a pas été déclenchée dans leur intérêt. Ce modèle de civilisation, vous évoquez ce modèle de civilisation, on va revenir vers vous, surtout avec ce discours qualifié violent, fertile de Poutine, hein, sur le modèle de civilisation, la volonté d'imposer un modèle de civilisation, la mondialisation du modèle de civilisation et tout. On va revenir vers vous, Dr Mesri Haddad. Je vais le dire en une seule phrase par rapport au modèle de civilisation. Il s'agit d'une civilisation, je parle de la civilisation ou du modèle civilisationnel que défend la Russie ou Poutine. La Russie a été et reste orthodoxe, chrétienne, orthodoxe. Ils ne veulent pas tuer Dieu, comme dirait Nietzsche. Il y a une civilisation qui s'est construite contre le religieux et contre le sacré et contre le spirituel. C'est un choix. C'est votre domaine initial des études. Oui, mais on ne peut pas l'imposer au monde entier. On ne peut pas l'imposer au monde entier. On peut prendre ce qui est bien dans ce modèle de civilisation. Moi, je prendrais bien la question des droits de l'homme, le modèle démocratique également. Mais enfin, je ne prends pas tout en bloc. J'ai ma propre identité culturelle et civilisationnelle et j'y tiens. Le monde arabe et musulman y tient, la Chine tient à son modèle aussi et la Russie orthodoxe, chrétienne orthodoxe, tient à son modèle également. Merci, Mesri. On va revenir vers vous parce que ce n'est pas toujours qu'on a la possibilité, la chance d'avoir Dr Mesri Haddad. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à son Excellence, M. Mamadou Diop Decroix. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, cher ami. Comment vous voyez les impacts de ce conflit sur l'Afrique? Est-ce que l'Afrique est capable de gérer ces impacts catastrophiques, surtout au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la dépendance énergétique? Comment vous voyez la situation et l'avenir? Est-ce que les Africains sont capables de conclure les leçons, de prendre les leçons et de travailler l'avenir sur des autres principes, sur des autres mécanismes de travail? Reprenez votre question, s'il vous plaît. Les impacts géostratégiques de ce conflit sur l'Afrique. OK. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les participants. Je présente mes excuses pour ce petit retard. Nous étions en train de nous voir entre leaders de l'opposition ici par rapport à la situation actuelle dans notre pays. Alors, pour ce qui concerne cette crise, ce conflit,
c'est vrai que tout tremblement de terre a comment on appelle cela, un point de départ. Là, on parle du conflit militaire en Ukraine, mais finalement, c'est tout le monde qui est concerné. Bon, quand on regarde l'Afrique, c'est vrai que forcément, c'est le problème des engrais, c'est le problème du blé, c'est le problème du pétrole, c'est le problème de l'acheminement, de tout ça, etc., etc. Dans un contexte où l'Afrique elle-même a traversé la crise de la COVID-19, à peine cette crise commençait à s'estomper lorsque la guerre en Ukraine est arrivée. Alors, les séquelles ou les problèmes que la crise de la pandémie a entraîné en Afrique étaient déjà encore béantes si c'était des plaies. Et bon, cette situation est venue s'ajouter. Donc, ça veut dire que l'Afrique n'est pas sortie de l'auberge. Bien. Mais je pense que le fond du problème, hein, c'est la nature même de nos États en Afrique. C'est vrai que dans cette crise, l'Occident a tout fait pour que l'Afrique bascule de son côté, etc., etc. Mais bon, ce qui a pu exister au cours des décennies précédentes est terminé. La Russie, l'URSS à l'époque, vraiment a participé aux côtés de l'Afrique à toutes les luttes anticoloniales, anti-impérialistes. L'Afrique vraiment doit quelque chose à la Russie, à l'ancienne URSS, quelles que soient par ailleurs les critiques qu'on peut formuler. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il va être très difficile et en plus, beaucoup comment dirais-je, beaucoup de maladresse du côté des Occidentaux. Lorsque Joe Biden à Washington recevant les leaders africains pose le problème de sanctions que l'Occident doit prendre, les États-Unis en tout cas, par rapport à tout ce qui ne s'aligne pas sur leur politique par rapport à la Russie. Ça, c'est très maladroit. De toute façon, c'est condamnable. C'est critiquable et condamnable. Et à l'époque, il y a quelques semaines, le président du Sénégal, qui était le président de l'Union africaine, a dit clairement à Joe Biden qu'on ne peut pas accepter ces chantages et ces menaces. Donc, quelque chose est en train de se passer. Maintenant, l'Afrique a la possibilité soit d'accélérer le processus en s'entendant d'abord à son propre niveau, ou alors d'être encore laissé sur le bord de la route. Mais je crois que les uns et les autres ont pris conscience de ce risque et je crois que l'Union africaine et les chefs d'État pris individuellement vont travailler à ce que l'Afrique continue au moins de rester unie sur ces questions-là. Quelqu'un a parlé du siège aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, siège permanent, c'est important. Oui, mais c'est Dr Mesri Haddad, une figure de la diplomatie africaine bien respectée. Oui, oui. Allô, vous dites? Oui, on vous entend, oui. Je peux terminer? Oui, bien sûr. Ah, ok. Donc je disais en terminant que nous avons nous-mêmes ici nos crises, la guerre asymétrique au Sahel, sur du Sahara, hein, qui affecte quand même un pays aussi important que le Nigeria, qui est en élection. C'est première puissance économique de l'Afrique, première puissance même démographique, etc., qui est affectée par la guerre avec Boko Haram, etc. Donc, nous avons nos difficultés internes et la multipolarité dont parlait mon prédécesseur tout à l'heure, forcément, elle va exister. L'Occident va perdre, en tout cas, et les États-Unis en particulier, ne cesseront bientôt d'être les gendarmes du monde si ce n'est pas déjà terminé. Mais qu'est-ce que l'Afrique peut faire
pour à son tour commencer à peser dans la balance générale des affaires du monde? C'est cette question qui nous est posée. Merci. Merci, Monsieur le ministre Diop de Croix. On va revenir vers vous dans le cadre des questions. Merci beaucoup. J'aimerais bien passer la parole à notre cher ami, professeur Abdelhak Najib, l'écrivain bien connu, le journaliste aussi, militant politique, qui m'a aidé dans les préparatifs pour ce colloque en ligne. Professeur Najib, vous êtes parmi les intellectuels africains qui ont opté pour un discours d'escalade en appelant les Africains en général, et surtout les politiciens, de prendre les leçons, de choisir le voie de l'indépendance, de la rupture avec la domination occidentale et surtout de cesser l'ingérence française. Est-ce que quelques observateurs français ils ont qualifié votre discours comme un discours radical, la vérité. Est-ce que vous appelez à remplacer la domination et l'ingérence française par une autre domination, l'ingérence russe ou, ça veut dire, qu'est-ce que vous... Pas du tout. D'abord, bonsoir à tous, bonsoir Excellence, bonsoir Monsieur Mezri, bonsoir à tous les amis, bonsoir Monsieur Al-Gabi, Touré, Monsieur Ngom, Monsieur Diop et Maître Abdeljalil. Merci de nous réunir sur cette plateforme pour pouvoir donner notre avis sur l'actualité du monde aujourd'hui, un an de guerre. Quelques précisions rapidement. D'abord, l'invasion de l'Ukraine est condamnable, il faut être débile pour ne pas condamner. Que l'on soit clair. Envahir un pays souverain, un État souverain, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre le droit international. La Russie est fautive à 1000% dans cette histoire-là. Maintenant, quelles sont les ramifications, quelle est l'histoire, quels sont les intérêts des uns et des autres dans ce conflit? Monsieur Mezri a été très clair là-dessus, ça ne date pas de 2022, ça ne date pas de 2014, ça date bien avant, d'abord en 2004 et puis en 2007 à Munich, on s'en souvient, Poutine était là et il avait dit clairement devant Angela Merkel que ça allait venir, mais il n'y avait pas que l'Ukraine. Hein. Regardez ce qui se passe en Abkhazie, regardez l'Ossétie, regardez toute une partie de cette ancienne chasse gardée de l'URSS qui souffre encore avec des invasions un peu partout. Et l'Ukraine a été la goutte qui a fait déborder le vase d'une manière incroyable parce qu'il y a des intérêts majeurs. Et là, l'Europe qui a attendu, hein, parce qu'on aurait pu réagir en 2004, on aurait pu réagir en 2007, on aurait pu réagir en 2014, mais on n'a pas réagi. On n'a pas réagi, on a laissé faire. On a regardé Vladimir Poutine, on ne l'a pas pris au sérieux et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire, il a envahi l'Ukraine et il a causé un conflit mondial parce que c'est une erreur de croire que la guerre en Ukraine est un conflit entre l'URSS et l'Ukraine. Ce n'est pas du tout un conflit bilatéral, c'est un conflit qui oppose la Russie à une partie du monde, guidé par les États-Unis, avec une partie de l'Europe, avec quelques alliés, tout aussi alliés aux États-Unis et à cette Union européenne. Et voilà, donc le conflit, c'est un pays qui est l'URSS contre plus d'une cinquantaine d'États. Donc on s'achemine vers quelque chose qui s'appelle, pour moi, nous sommes véritablement entrés dans une nouvelle forme de guerre qui est une guerre mondiale, une guerre globalisée, mais avec des protagonistes interposés. Comme l'a dit tout à l'heure notre ami, c'est la guerre entre les Américains et les Russes par les Ukrainiens interposés. Absolument, c'est une évidence. Maintenant, qu'est-ce que ce conflit nous a montré? Qu'est-ce que ce conflit, qui était d'ailleurs prévisible, nous a montré? Il arrive dans un contexte de crise planétaire, crise du Covid-19, qui a frappé de plein fouet la planète entière, mais pas que la crise du Covid qui est arrivée elle aussi comme une conséquence terrible de tellement de crises, avec une crise financière et une récession économique qui est là depuis 2008.
et qui frappe de plein fouet toutes les économies du monde, d'où la guerre, parce que quand Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, il ne l'envahit pas du tout juste pour dire « je suis mécontent de comment les Européens s'adressent à moi, ni de comment les Américains s'adressent à moi ». Non, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques majeurs. Cette crise maintenant, cette crise qui est une crise militaire, une crise politique, elle a des conséquences économiques dévastatrices, et c'est l'Afrique qui trinque en premier, comme toujours. Et l'Afrique, elle trinque parce que, d'abord, elle a été fragilisée, profondément fragilisée par quelque chose qui s'appelle la crise du Covid pendant plus de 3 ans, où il n'y a pas eu d'aide, justement, de cet Occident qui, normalement, est au chevet des populations les plus démunies et des pays les plus pauvres au monde, et surtout les pays qui traversent des crises à la fois humaines, à la fois humanitaires, à la fois sécuritaires, à la fois alimentaires. Ça n'a pas été le cas. On a vu que l'Afrique a été laissée pour compte en termes d'aide en ce qui concerne les médicaments, en ce qui concerne la technologie, en ce qui concerne l'expertise internationale, en ce qui concerne les vaccins, excepté le Maroc qui a envoyé et qui a créé des hôpitaux de campagne un peu partout, de la Tunisie au Burkina Faso, en passant par le Sénégal, par le Mali et par d'autres pays. Eh bien, écoutez, les Français, ils ont envoyé quelques cartons de vaccins et d'autres États aussi, ils ont envoyé quelques deniers, mais juste pour la forme. Maintenant, il est clair que mon discours est simple, je ne suis pas radical dans le sens où je dis que les Africains devraient comprendre aujourd'hui et dire stop à l'ingérence européenne, stop à l'ingérence française en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Les Africains n'ont pas de leçons à recevoir ni d'Emmanuel Macron, ni de n'importe quel autre président européen aujourd'hui. Les problèmes en Europe en termes de droits de l'homme, en termes de respect de la démocratie, en termes des valeurs humaines, en termes de société, de culture et tout, sont extrêmement majeurs aujourd'hui. On l'a vu avec les crises à répétition dans plusieurs pays, notamment la France. Et la France n'a plus à donner des leçons ni aux Maliens, ni aux Ivoiriens, ni aux Sénégalais, ni aux Marocains, ni aux Tunisiens, ni aux Libyens, ni aux personnes. Non, le monde a changé. Évidemment, il y a un nouvel ordre mondial qui n'est pas en train de se préciser, mais qui est là depuis déjà pratiquement 20 ans. Depuis 2001, nous sommes en train de regarder un nouveau monde se préciser devant nous. Avec la crise de 2008, les choses ont changé, les équilibres de force ont changé, les États-Unis d'Amérique ne sont plus hégémoniques, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique. La Chine est là, l'Inde est là, il y a d'autres axes, d'autres clivages, d'autres pôles qui sont en train de se constituer, qui sont tout aussi ambitieux, qui ont tout aussi envie de dominer le monde à leur façon. Certains le font de manière beaucoup plus souple et puis certains le font avec la force. Vous avez tout à l'heure évoqué l'invasion de l'Irak. C'est un crime contre l'humanité, un crime majeur. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu l'invasion. Pourquoi on parle de l'Irak et on ne parle pas de l'Afghanistan? C'est la même chose. Les deux États ont été envahis, les deux États ont été détruits. Ils ont été détruits par le pays qui prend les droits de l'homme et qui nous donne des leçons de morale à tout va. Les Américains donnent des leçons de morale au monde entier. Eh bien, ce que fait aujourd'hui Vladimir Poutine, c'est tout aussi condamnable que l'invasion de l'Irak par les Américains. Tout aussi condamnable. Vous, les Américains, vous pouvez vous permettre d'envahir l'Irak et d'envahir l'Afghanistan, de détruire deux États, de les réduire à néant, de semer le chaos dans ces États et surtout de les abandonner dans le chaos avec 2 fiascos militaires incroyables, 2 fiascos humanitaires, 2 fiascos sécuritaires, avec un échec politique à tous les égards et diplomatique. Et aujourd'hui, vous êtes en train de sommer les Africains, de sommer d'autres États, de s'aligner sur votre position, autrement ils sont condamnables. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui venir imposer sa vision du monde en 2023, imposer sa vision du monde au reste de l'humanité. La politique américaine, en termes de politique internationale, étrangère, est une politique qui traîne énormément de casseroles. Il faut avoir le courage de le dire, les Américains ne sont pas un modèle de démocratie.
les Américains, ils ont des problèmes internes graves. Ils enfreignent les droits internationaux. Ils torturent des gens au sein de leur prison. Il y a des problèmes de racisme majeurs aux États-Unis. Il y a des problèmes de criminalité majeurs. Il y a des problèmes d'exclusion majeurs. Il y a des problèmes contre justement ces droits de l'homme majeurs aux États-Unis. Ben, ils ne viennent pas donner des leçons aux autres États, soi-disant pour rétablir la paix, pour rétablir la démocratie. Mais ce modèle démocratique américain ne marchera pas en Irak, ne marchera pas en Afghanistan, pas plus qu'il ne marchera au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Sénégal, ni au Maroc, ni ailleurs. Donc c'est à nous aujourd'hui, Africains, de décider ce que nous voulons faire de l'avenir de l'Afrique. Et l'Afrique n'est pas un petit pays. Tout à l'heure, son Excellence le Premier ministre l'a dit, et c'est clair, tout le monde le sait, nous sommes 54 pays africains. 54 pays africains souverains, indépendants, qui ont leur culture, qui ont leur identité, qui ont leur héritage, qui ont leur histoire. Et ces pays sont souverains, ils décident comme ils veulent par rapport à ce conflit, selon leur intérêt, mais surtout selon le droit international, selon un principe d'humanisme et de valeurs humaines. Une guerre, une invasion est condamnable. La Russie a envahi l'Ukraine, c'est un crime. Et on ne peut pas le tolérer, on ne peut pas l'accepter. Il faut avoir le courage de prendre position. Maintenant, prendre position ne veut pas dire s'aligner sur les États-Unis, ni sur la France, ni sur l'Allemagne. Pas du tout. Maintenant, les Africains, qu'est-ce qu'ils doivent décider? Ils doivent décider de comment ils voudraient écrire l'histoire demain. Hier est déjà oublié, hein, et on ne peut pas le changer. Mais en 2023, après la crise du Covid, après cette crise alimentaire, après cette crise de l'énergie qui frappe l'Afrique, on a découvert que le blé vient d'Ukraine et on a découvert que l'énergie nous vient de Russie. Et c'est une forme de tordre la main aux Africains que de leur dire soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Des deux côtés, hein, que ce soit les Russes, que ce soit les Occidentaux, c'est pareil. Mais ça se conflit dans un sens. Ils nous regardent humainement, ils nous regardent parce que nous sommes des humains et nous sommes des habitants de cette planète. Et évidemment, il faut le condamner avec force et avec véhémence. Mais ce conflit ne nous regarde pas. Par contre, il nous donne une raison extrêmement opportune pour changer notre fusil d'épaule par rapport à nos partenaires dans le monde. Les Africains aujourd'hui sont un marché économique immense, immense, tout aussi important que celui de la Chine et de l'Inde. Hein? Et les Chinois sont présents en Afrique, les Indiens sont présents en Afrique, d'autres partenaires sont présents en Afrique. Et les Africains, que demandent-ils aujourd'hui par rapport au monde? Et c'est là où j'appuie la position de plusieurs pays africains qui aujourd'hui disent « niet ». Basta. Et à Macron et à tous les autres. Un, on veut être traité d'égal à égal. Deux, on veut une véritable coopération digne de son nom, dans le respect de nos intérêts, dans le respect de nos ambitions nationales, régionales et continentales, ce qui est important. Et puis, le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que l'Occident n'a plus rien à faire en Afrique. N'a plus rien à faire en Afrique parce que d'abord, la politique occidentale en Afrique a été un échec de bout en bout. Échec, hégémonisme, esclavage, crimes contre l'humanité, pillage, spoliation, mais il n'y a que des crimes. Et aujourd'hui, je vais, moi, Sénégalais, Camerounais, Togolais, Béninois, Maliens, Marocains, Algériens, Tunisiens, je vais accepter qu'Emmanuel Macron me donne des leçons et me dise, bah, écoutez, c'est indigne de ne pas s'aligner, mais c'est indigne, monsieur, de venir me parler alors que votre pays a complètement pillé ma nation, que les pays européens ont pillé l'Afrique pendant des siècles et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre conscience de notre force et nous voulons décider de notre destin, nous voulons prendre notre destin en main et nous refusons maintenant l'ingérence, nous refusons d'entendre, d'avoir et puis surtout de recevoir des leçons de la part d'une Europe, un moribonde, deux séniles, trois vieillottes et surtout en fin de cycle. Et c'est ça qui est très important et que les Européens n'ont pas compris parce qu'ils pensent pouvoir faire illusion en continuant. Aujourd'hui, même des économistes français nous disent que l'économie française est celle d'un pays en voie de développement. Vous imaginez? Et sans l'Afrique, l'Afrique serait un pays extrêmement pauvre, hein, sans l'Afrique. Ça, c'est une réalité qu'il faut aujourd'hui prendre en considération. Donc, partons de ce principe, partons de ce changement de paradigme dans le monde. Et c'est là où la guerre en Ukraine a levé le voile sur tellement de choses qui nous semblaient pas claires. Et bien, aujourd'hui, les Africains n'ont qu'à travailler ensemble. Ils ont un marché immense entre eux. Ils n'ont qu'à travailler avec les autres pays souverains qui veulent entretenir des relations bilatérales
basé sur le respect d'égal à égal pour pouvoir assurer d'abord la sécurité alimentaire à toutes les populations africaines, assurer la sécurité sanitaire à toutes les populations africaines, assurer la sécurité énergétique à toutes les populations africaines et surtout ne plus accepter que l'on se fasse taper sur la main quand les Occidentaux ne sont pas contents. Ben messieurs, nous aussi les Africains, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents depuis des années, mais personne ne nous entend. Mais aujourd'hui, nous avons une voix et cette voix, il faut que les gens l'entendent. Et comment on peut l'entendre? Elle peut l'entendre en criant haut et fort, parce que parfois, l'une des moralités de l'histoire, c'est en criant que l'on se fait entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, et les politiques africains, et la société civile africaine, et les intellectuels africains, et les artistes africains, et les populations africaines, le crient haut et fort et disent « basta, c'est fini, on ne veut plus de tutelle de personne ». Et je pense que c'est une très très bonne chose dans ce monde qui se profile devant nous aujourd'hui, où les polarisations sont en train de changer et où les équilibres de force sont en train de changer. Et dans ce jeu-là, l'Afrique a une énorme carte à jouer. Une énorme carte à jouer parce que c'est un allié de taille. Celui qui veut l'avenir du monde devrait être ami de l'Afrique parce que c'est là que se jouera l'avenir du monde. Quelqu'un avait dit un jour, l'avenir appartient à la périphérie du globe. Eh bien, la périphérie du globe, c'est d'abord l'Afrique. Merci. L'écrivain Najib Al-Haq, toujours l'enthousiasme, toujours l'authenticité. Je reviens vers vous sur le sujet de l'instrumentalisation médiatique, l'instrumentalisation et l'orientation médiatique durant cette guerre. Vous pouvez poser vos questions. J'aimerais signaler que notre ami Gérard Cheillon n'a pas pu connecter malheureusement pour un problème technique. Je reviens vers mon professeur, Dr Mesri Haddad. Est-ce que nous pouvons parler actuellement de la fin de la règne américaine? Est-ce qu'on se dirige vers un nouvel ordre mondial? Surtout les États-Unis est considéré comme responsable sur des dégâts historiques causés en Afrique, sur une politique d'ingérence. Les États-Unis est considéré comme responsable sur l'implantation de l'islam politique qui a détruit la Tunisie, qui a détruit la Libye, qui a détruit pendant des décennies aussi l'Algérie. Nous savons que les Américains ils ont défendu, professeur Mesri Haddad, les leaders de l'islam politique. Le grand terroriste Ras Ghanouchi a été présenté comme, par Freedom House comme un formateur, un prophète de la démocratie. J'aimerais bien d'abord souhaiter le bienvenue à notre cher ami Michel Taoussan, président du Forum international de paix. C'est à vous, Dr Mesri Haddad. On a perdu, je pense, si Mesri. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Écoutez, du moment que j'ai la parole, je vais essayer de la garder. Vous avez tout à fait raison, Maître Abdeljelil, de parler de ça. Et il y a tellement d'amalgames dans la politique occidentale vis-à-vis des pays, ce qu'on appelle, qu'ils voudraient qu'ils soient des pays satellites, parce que l'Afrique n'est plus un continent satellite de personne. Les Russes, pendant un moment, ont été là au moment de l'Union soviétique par rapport au mouvement des indépendances en Afrique, mais aussi pour des intérêts que l'on connaît, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre froide, qui n'a jamais été froide, qui a toujours été très chaude. C'est aujourd'hui la guerre froide qui se passe, parce qu'aujourd'hui, les guerres sont économiques, elles ne sont plus du tout des guerres militaire. C'est l'économie qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. Le jeu trouble des Occidentaux a fait son temps, c'est-à-dire il a atteint sa date de péremption. Aujourd'hui, on ne peut plus recycler les vieux pensifs occidentaux en termes de politique internationale, en termes de diplomatie internationale. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible pour plusieurs raisons. D'abord, on a instrumentalisé le terrorisme, on a créé des clashs de civilisation en pointant du doigt tous les Arabes et tous les musulmans, ce qui est une erreur
terrible par rapport à l'histoire, parce qu'on a voulu écrire l'histoire d'une certaine façon, mais surtout du prisme de l'Occident qui voit en l'islam, et aujourd'hui on le voit en France avec les problèmes du racisme, avec le retour des extrêmes droites en Europe, des extrêmes droites, je dis en Europe, parce qu'elles sont nombreuses et surtout elles sont d'obédience différente. Ce nouveau fascisme qui est en train de se profiler en Europe et qui prend ses marques un peu partout, et les symptomatiques de justement, et surtout la conséquence de cette idéologie qui a voulu faire que l'islam était l'ennemi à battre, que les musulmans sont l'ennemi à battre, tout comme les Africains aujourd'hui et nos amis africains, c'est-à-dire noirs de peau. Hein. Regardez ce qui se passe, le racisme dans les pays européens. Prenons encore une fois l'exemple de la France. Prenons encore une fois l'exemple de la France. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des incidents racistes, xénophobes, de rejet contre la communauté noire en France. Pourtant, ce sont ces Noirs-là qui ont défendu la liberté des Français, mais on l'a oublié tout à l'heure. Monsieur le Premier ministre l'a signalé, tout comme Monsieur Ngom l'a dit, mais quand il y a eu les 2 premières guerres, les Africains étaient là, c'était la chair à canon. Le film là sur le film sur les tirailleurs qui a fait couler beaucoup d'ombre, et on a accusé cet acteur d'origine sénégalaise, Omar Sy, d'avoir attaqué les Français en leur disant quand vous avez besoin de nous, nous étions là, mais quand vous n'avez plus besoin de nous, nous sommes les étrangers, nous sommes les Noirs qui viennent pour foutre le bordel en France. Mais quand on était là à mourir pour la liberté de Jacqueline et de Jacques, c'était très très bien. Mais imaginez quel déni pour l'histoire que de ne pas reconnaître. Imaginez même les retraités, c'est-à-dire les retraites ou les aides que devaient recevoir certains tirailleurs, parce qu'ils sont plus nombreux, quelques-uns qui restaient, peut-être une vingtaine, qui ont au-delà de 80 ans, voire 90 ans, ne pouvaient pas recevoir leur argent parce qu'ils devaient résider en France s'ils voulaient le recevoir. C'est-à-dire, moi, j'ai 91 ans, j'ai défendu la France, j'ai pris quelques balles dans le corps pour défendre la France, et je dois vivre en France pour pouvoir toucher 900 €. Sinon, si je rentre chez moi, je ne touche rien du tout. Mais imagine, c'est un exil forcé. Non seulement je dois défendre la France, non seulement je peux crever pour la France, non seulement je reçois des balles pour la France, mais la France me prend en otage jusqu'à l'âge de 91 ans parce que je ne peux pas rentrer chez moi, dans mon village au Burkina, dans mon village au Sénégal, au Mali, ailleurs, parce que j'ai envie de passer ce qui me reste de cette vie avec ma famille, avec mes petits-enfants. Non, je ne le peux pas parce que j'ai besoin des 900 €. Vous imaginez, j'ai besoin des 900 €. Ils sont 20, ils ne sont pas 20 000, ils ne sont pas 1 million, ils sont juste 20. 20 personnes, on n'a pas pu leur rendre leur dignité. Il a fallu attendre le mois dernier pour qu'il y ait un arrêté du tribunal pour que l'on puisse régler pratiquement 80 ans plus tard cette histoire. C'est honteux pour une démocratie, pour un pays qui se proclame une démocratie comme la France. C'est honteux. C'est honteux de ne pas être… C'est clair, c'est clair. Je vais ajouter juste ça. Moi, j'ai grandi dans une culture de la gratitude par rapport à tout le monde. Comme vous, tout à l'heure, quand vous avez parlé de votre professeur, moi, j'aime les gens qui ont cette culture de la gratitude et qui disent merci. Ben, les Français devaient dire merci aux Africains, devraient dire merci aux Africains tous les jours, parce que les Africains, ils ont donné leur vie. Ce sont des milliers de morts pour la liberté de l'Occident. Mais on l'a oublié. Non seulement on a volé l'Afrique, mais on a tué des Africains pour la liberté des Occidentaux. Et les Occidentaux, aujourd'hui, sont en train de monnayer les Africains pour leur dire où vous êtes avec nous, où vous êtes hors la loi. C'est vraiment, c'est terrible. C'est clair, Sidi Najib, c'est clair. Permettez-moi, parce qu'on… Merci beaucoup. Merci, Sidi Najib. J'aimerais bien poser une question pour Monsieur le ministre, le Premier ministre. On l'a perdu malheureusement parce que… Professeur Ngom, est-ce que vous souhaitez intervenir ou quelque chose? Non, personnellement, rien de particulier. Je voulais simplement vous signaler la présence de certains journalistes, je ne sais pas, vous les… tel que le président de l'Union des journalistes libres d'Afrique, et aussi, je vois la présence d'un journaliste de Sputnik, M. Batarin. Sinon, globalement, notre rôle, c'est simplement d'encadrer, enfin, de permettre cette expression contradictoire sur cette question, sur cette
sur ce problème. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de savoir que l'Afrique est actuellement adulte, qu'elle est capable. Quelles sont les leçons, d'après vous, quelles sont les leçons à apprendre pour l'Afrique de cette guerre? Quelles sont les leçons? Oui, l'Afrique doit simplement réaffirmer son caractère adulte, à savoir qu'elle est capable de choisir ses amis, elle est capable de définir ses problèmes. Et si les autres respectent cela, ils auront respecté la souveraineté des États africains, ils auront aussi respecté les cultures africaines et qu'ils ont malmenées pendant longtemps, et ça a été dit. Et aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à saisir, notamment ceux qui pensent que l'Afrique est manipulée par la Russie, c'est qu'en réalité, le président Poutine, en parlant des valeurs culturelles de la Russie qui sont brimées, en parlant de son encerclement par une civilisation qui renie des valeurs fondamentalement partagées par peut-être des peuples qui, eux, continuent à croire à une certaine sacralité. J'ai dit que Poutine, de ce côté, est presque un porte-parole des pays qui sont dominés. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire les autres vont continuer à dire que l'Afrique est manipulée. Les jeunes Africains, eux, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est qu'on respecte leurs paroles, qu'on respecte la souveraineté de leurs États. Et moi, s'il y a quelque chose à apprendre de cette situation actuelle, c'est peut-être une certaine révélation de la capacité des Africains à se réunir autour de certaines valeurs, parce qu'on aurait pu penser que les pays africains allaient agir d'une façon totalement divisée. Et lors de certains votes, ils se sont rendus compte que beaucoup d'États africains ont exprimé purement et simplement leur souveraineté, leur capacité de juger la réalité selon leur propre intérêt. Et c'est ça que je trouve assez intéressant et très encourageant pour notre continent. Merci infiniment. On finit avec vous, professeur Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine. J'aimerais bien, permettez-moi de remercier tous les participants, surtout les intervenants, son Excellence Hamid El-Gabid, l'ancien Premier ministre, Monsieur Mamadou Diop Decroix, l'ancien ministre, Dr Mesri Haddad, ancien ministre, ancien diplomate, notre cher ami, le journaliste, essayiste, professeur Abdelhak Najib. Malheureusement, notre ami Gérard Chaillon n'a pas pu connecter à cause d'un problème technique. Je vous remercie infiniment d'assister à notre rencontre organisée par l'Académie diplomatique africaine, et à la prochaine rencontre. Vous allez trouver l'enregistrement sur notre site, sur le YouTube, Dignité et Espoir. Dignité et espoir. On vous laisse entre un avenir plein de dignité et d'espoir aussi. Merci beaucoup et à la prochaine rencontre. Au revoir.